Bonjour à vous, abonnés des Infos Témis. Merci de nous suivre en cette autre semaine d'actualité sur TVC9 et TV Témis. Malgré un retard certain, notre printemps prend du mieux en cette mi-mai. En manchette de nos nouvelles, d'abord la scierie Béarn fermera une fois de plus. Tentative de meurtre à Kirkland Lake, 3 Québécois arrêtés. Et la marche pour l'Alzheimer veut aider les Témiscamiens atteints le 31 mai. Mais d'abord, autre choc pour notre économie, la scierie Béarn fermera définitivement ses portes un an après l'annonce d'une réduction de la production et de la main-d'œuvre par Chantier Chibougamau. La forestière avait fait l'acquisition auprès de GreenFirst de l'usine témiscamienne et d'Abitibi-Ouest il y a presque 4 ans au coût de 90 millions de dollars. 320 employés y travaillaient alors. L'entreprise soulignait sa compétitivité avec ses activités de Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon souhaitait consolider et donner pleine autonomie à Chantier Chibougamau en ce qui a trait au partage de copeaux nécessaires à la fabrication. La compagnie souligne qu'on n'annonce quand même pas la mort définitive de l'usine car le syndicat CSN rattaché à la scierie Béarn serait en discussion pour une éventuelle relance. Une coopérative pourrait voir le jour comme ça a été le cas, on s'en souviendra, à l'époque de la réouverture de LVL Global à Ville-Marie. Frédéric Véraud est directeur exécutif et du développement corporatif chez Chantier Chibougamau. Monsieur Béraud, d'abord, bon, euh, la nouvelle choque au niveau économique, évidemment, mais aussi, il y en a une autre nouvelle, c'est que vous dites que vous allez aider d'éventuels nouveaux acquéreurs de la série Béarn. Comment ces gens-là que vous allez aider pourraient-ils réussir là où quand même un géant comme Chibougamau n'a pas réussi? Ben, vous le dites bien, on veut passer le flambeau. On souhaite que l'usine de scierie Béarn ait un avenir. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'on n'était pas le bon porteur pour assurer cet avenir-là. Pourquoi? Parce que Béarn est à des centaines de kilomètres de Chibougamau, où se trouve notre équipe de spécialistes techniques, ce qui complexifie les choses. Béarn repose sur des opérations forestières dans la forêt mixte, ce qui est un métier en soi, un métier qui est fort différent de celui qu'on a dans nos opérations forestières plus au nord, plus concentrées en résineux. On cherche toujours à optimiser notre entreprise. Invariablement, une scierie dont les copeaux sont intégrés à celle de Lebel-sur-Quévillon, à notre usine de pâte de Lebel-sur-Quévillon, on va chercher à l'optimiser, à la développer. Une scierie qui génère des planches de bois intégrées au bois d'ingénierie fabriqué à Chibougamau, on va avoir besoin de la stimuler, de la développer, de la pousser, ça va être sur le dessus de la pile. Et c'est là où le constat qu'on fait au bout de 3 ans, avec toute la lucidité, toute l'humilité, mais tout le respect du monde aussi pour la population du Témiscamingue, c'est qu'on n'était pas le bon joueur pour procéder à la mise à niveau de scierie Béarn. C'est une usine qui n'a pas fait l'objet d'investissements significatifs, de mise à niveau technologique, de reset technologique en bon français depuis des décennies. Alors, les gens ont beau avoir de la bonne foi, de l'ardeur au travail. Il y a beau avoir une stabilité forestière quand même, parce qu'une forêt mixte a la qualité de ne pas être sujette à des feux de forêt, ce qui est une très belle qualité pour bâtir à long terme. Donc, malgré tous ces éléments-là, on voyait pas le jour où on pouvait porter, nous, cette mise à niveau technologique-là dont a besoin scierie Béarn. Dans une industrie comme celle du bois d'œuvre où on vend environ les mêmes produits au même prix, ceux qui sont résilients, ceux qui résistent quand les marchés sont hostiles, ce sont ceux qui ont les plus bas coûts de production à la faveur d'une usine qui est très performante au plan technologique. Ben, il n'y a pas 56 miracles. Ça prend ça pour passer dans le temps et c'est ce qui nous semble être nécessaire pour une entreprise qui prendrait le flambeau. Un modèle comme LVL Global à l'époque où ils ont relancé Tembec, un modèle coopératif, ça fonctionnerait selon vous, compte tenu de la géographie? Ben, en fait, parfois, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient et on connaît comme entreprise la compétence entrepreneuriale qu'on trouve au Témiscamingue, la compétence de gestion qu'on trouve au Témiscamingue et évidemment
l'exemple exceptionnel, très inspirant de LVL Global, il s'impose. Et c'est là où, lorsqu'on a fait le constat dans les derniers mois qu'on se trouvait dans un cul-de-sac, on s'est déjà mis au travail pour faciliter un éventuel projet dans la foulée de ce que LVL Global a accompli. On est déjà au travail avec des spécialistes du financement depuis quelques mois qui pourraient accompagner des repreneurs. Nous, on veut être flexible, disponible, collaborateur sur plein de fronts pour aider à faire exister un projet comme celui-là. Et la chose qui nous tenait à cœur, c'est de ne pas mettre la région devant le fait accompli. De ne pas rencontrer nos équipes un jeudi comme on l'a fait jeudi dernier. Et c'est aujourd'hui que ça se termine lundi, l'usine est fermée et ce faisant, complexifier une reprise, une relance. On a 2 mois devant nous. On a déjà un travail qui a été engagé. On souhaite que ça va aider à ce qu'il y ait un tel projet de transition qui puisse exister. Il y a cette relance possible, mais quand même, pour relancer la série Béarn, vous avez payé 90 millions tout près là avec l'usine de la Sarre. L'usine de la Sarre, elle est encore fonctionnelle ou non? Absolument. Donc, l'usine de la Sarre, en lien avec ce qu'on dit depuis 2023 par ailleurs, l'usine de la Sarre était le déclencheur de cette transaction-là. Nous avions cruellement besoin d'ajouter la Sarre à notre structure industrielle dans la portion nord du territoire, puisque la Sarre pouvait générer les copeaux dont l'usine de pâte de Lebel-sur-Quévillon avait besoin de façon existentielle. Donc, la Sarre, depuis qu'on l'a, on a investi beaucoup, on a développé la Sarre produit sur 2 quarts de travail aujourd'hui. Avant qu'on achète Série La Sarre, et c'est important de le dire, les propriétaires antérieurs avaient procédé à une mise à niveau de Série La Sarre, avec une toute nouvelle ligne de siège qui a été livrée en 2022. Donc, ce renouvellement technologique-là, il a été fait à Série La Sarre et c'est ce qui permet à Série La Sarre d'avoir la résilience qu'elle a aujourd'hui. Ça fait la différence. Ça fait toute la différence. Si l'équipement était neuf à Béarn, ça continuerait. On aurait des coûts de production beaucoup mieux contrôlés. Et on le voit, notre usine à Landrienne, Série Landrienne, a un type de production qui s'apparente à ce qu'on fait à Béarn. Et on est dans des contextes financiers confortables malgré les marchés défavorables à Série Landrienne parce qu'on a une usine qui est modernisée, on a une usine qui est optimisée, qui est performante. Et donc, on n'est pas dans une posture où on perd de l'argent à tous les mois. M. Béraud, je veux savoir, là, vous avez payé 90 millions. Je ne sais pas si c'est 45 millions par usine, là, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est des sommes d'argent qui sont nécessaires à ceux qui voudraient garder Béarn en vie? La transaction de 90 millions de 2023 n'a aucune... ne constitue en rien une référence pour une éventuelle transition pour Série Béarn. Pour cadrer les choses, le 90 millions se décline ainsi. Il y avait environ 50 millions pour les usines et environ 40 millions pour les inventaires. Les inventaires de boiron en forêt, dans la cour des usines, les inventaires de produits finis qui étaient à vendre, qui étaient déjà fabriqués. Donc, c'est vraiment une cinquantaine de millions pour le total des 2 usines. Une usine déjà modernisée et une usine qui ne l'était pas. Donc, c'est naturellement la valeur à reconnaître au jour 1 en 2022-23, quand on a fait l'acquisition, n'est pas du tout dans un registre de 50-50. Et c'est par rapport aux usines qu'on doit regarder les choses. Maintenant, aujourd'hui, ça se bouscule pas aux portes pour acheter une usine de siège dans un contexte comme celui de Série Béarn. Alors, on n'a pas du tout le souhait ou même la prétention de récupérer l'investissement initial qu'on a fait. Et quand on dit qu'on veut faciliter une transition, ça implique tout ce qu'on peut avoir en tête comme élément pour faciliter une transition. Alors non, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un doive débourser des dizaines de millions. On n'est pas là du tout. On veut vraiment permettre à cette usine-là de continuer le rôle qu'elle joue pour le Témiscamingue, d'une part, et d'autre part, on veut aussi contribuer à ce que les repreneurs ils puissent focaliser l'investissement sur la mise à niveau technologique.
D'accord. Ben, Monsieur Guerreau, souhaitons-le. Est-ce que, au-delà de votre collaboration, on va utiliser ce terme-là, faudrait que le président américain enlève des embûches qu'il a offert à l'industrie forestière canadienne? En fait, puis c'est important de le préciser, toutes les administrations américaines, démocrates et républicaines, depuis une quarantaine d'années, ont fait preuve de protectionnisme sur le bois d'œuvre, et c'est souvent les administrations démocrates qui l'ont été encore davantage que les républicains. Donc, il faudrait évidemment avoir une paix commerciale avec les Américains. C'est clair que ça aiderait. Il faut quand même garder à l'esprit pour se pencher sur un horizon, sur un futur pour Série Béarn à court ou moyen terme, que Série Béarn a une fabrication de bois d'œuvre de très grande qualité qui était surtout écoulée dans des quincailleries du côté ontarien. Donc, c'est pas tant un élément existentiel ou critique pour faire une transition et avoir un projet de relance que d'avoir une entente. Ça serait très, très, très aidant. Ça serait matériel, on en ferait le constat, mais je pense qu'on peut pas dire que c'est la clé de voûte de l'avenir de Série Béarn, tout en reconnaissant que ce serait évidemment très aidant. Vous seriez encore propriétaire, vous garderiez l'usine s'il n'y avait pas eu toutes les difficultés au niveau de la machinerie, au niveau économique aussi, parce que vous l'avez acheté, vous souhaitiez la faire fonctionner à 100%. Ben, en fait, il y a quelques ingrédients clés pour qu'une usine de sciage, ça fonctionne. Un, il faut avoir de la matière première efficacement à prix compétitif. Deux, il faut avoir des coûts de production qui sont maîtrisés. Et trois, il faut vendre à un prix qui tient la route. Dans le cas présent, on est depuis 3 ans et demi dans le plus long creux de cycle jamais vécu dans l'industrie cyclique des produits forestiers. Et on est à un creux qui est à son plus bas historique. Donc, on a des enjeux sur ce plan-là. On a des coûts de production qui sont élevés parce que l'usine a besoin de cette mise à niveau technologique. Et on a des défis de foresterie avec le régime forestier qui, à ce jour, permettait pas de bien capturer la valeur du bois. Régime forestier qui serait en modernisation, pour lequel il y aurait des ajustements ciblés dans quelques jours qui seraient entérinés par l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien qu'on peut trancher au couteau. Mais lorsqu'on fait l'alignement des choses qui prévalent depuis 2023, on a vraiment tous les vents de face inimaginables, ce qu'on peut qualifier de tempête parfaite qui nous amène au cul-de-sac dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ouais. Je vous laisse là-dessus parce que le temps passe. Je termine en demandant le reste des usines de chantier Chibougamau, ça se passe bien malgré la tourmente? Le reste est résilient, le reste se passe somme toute bien. Puis c'est un message qu'on a lancé à nos équipes à Béarn dans les derniers mois. Il y a comme une ingratitude parce que lorsqu'il faut lever le pied sur les niveaux de production, c'est toujours avec Série Béarn qu'on doit procéder pour la raison pragmatique que Série Béarn, c'est là où, de loin, les coûts de production étaient les plus élevés. Les autres demeurent dans une zone de performance financière avec laquelle on maintient un niveau de confort. C'est pas rose, ça dépend d'une usine à l'autre, mais au final, aujourd'hui, on a des projets d'investissement, on a des projets de développement, mais vraiment avec des perspectives de retour sur investissement rapides pour renforcer le cœur de ces usines-là qui sont très intégrées dans le Nord, les unes avec les autres. Donc, on touche du bois, on est bien placé pour le faire. Le reste du groupe se porte somme toute bien dans les circonstances. D'accord. Ben, Monsieur Véro, souhaitons que la porte ouverte que vous y avez gardée là, aux gens du Témiscamingue puisse fonctionner. Et merci d'avoir pris du temps pour nous en parler. Et je me permets juste de conclure là-dessus. Il y a 2 ingrédients clés pour avoir un avenir avec une usine de sciage. Ça prend une usine qui n'est pas démantelée, une usine qui est protégée pour que si la pause se prolonge, il n'y ait rien qui soit abîmé. Et ça, ce sont des engagements que l'on a pris. Et ça prend une garantie de bois qui est attachée à l'usine. Et on a aussi pris l'engagement de ne pas bouger la garantie de bois, de la maintenir rattachée à Série Béarn. Alors, avec ces 2 piliers-là, on espère effectivement qu'il y aura quelque chose qui va pouvoir prendre forme. Merci de nous avoir parlé, d'avoir pris le temps pour le faire. On apprécie. Les choses.
Ville-Marie a tourné vendredi dernier une page importante de son histoire municipale avec l'inauguration officielle de son nouvel hôtel de ville entièrement rénové au sein du centre multifonctionnel Gérard Caron. Le projet, évalué à près de 9 millions de dollars, a bénéficié d'une contribution d'environ 6 millions du gouvernement québécois, tandis que la ville de Ville-Marie a investi près de 3 millions pour moderniser ce bâtiment construit en 1967. Les travaux étaient devenus nécessaires en raison de problèmes d'infiltration d'eau observés au fil des années. Le chantier qui a notamment permis de réaliser des travaux de désamiantage et d'amélioration l'accessibilité universelle grâce à l'ajout d'un ascenseur. Le bâtiment accueille notamment l'hôtel de ville, un centre communautaire ainsi que le cercle des fermières. Les rénovations ont été réalisées par CFR Construction. Citoyens et représentants municipaux étaient réunis pour souligner cette inauguration marquée par un fort sentiment de fierté collective envers ce projet structurant pour la communauté. Et la marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine sera de retour les 30 et 31 mai partout au pays, alors que plus de 150 collectivités participent à cette vaste mobilisation en soutien aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. À Ville-Marie, la population est invitée à prendre part à l'événement afin d'appuyer les services offerts aux familles de la région. La Société Alzheimer du Canada rappelle que plus de 750 000 personnes vivent actuellement avec un trouble neurocognitif au pays, un nombre qui pourrait atteindre près d'1 million d'ici à peine 4 ans. Les fonds recueillis durant la marche servant notamment à financer les programmes de soutien, les services locaux et la recherche. En 2025, l'événement a amassé quand même 7 200 000 $ grâce à la participation de plus de 28 000 personnes. Les organisateurs espèrent atteindre 7 700 000 cette année. Les citoyens peuvent déjà s'inscrire, former des équipes et recueillir des dons pour l'édition témiscamienne en consultant la page officielle de l'événement Marche pour l'Alzheimer, IG Gestion de patrimoine Ville-Marie 2026. La Société Alzheimer souligne que quelques participations contribuent à briser l'isolement des personnes touchées par la maladie et leurs proches aidants. Leurs proches aidants, dis-je bien. Et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a complété la mise aux normes des locaux destinés aux interventions auprès des victimes d'agressions sexuelles dans les 6 centres désignés de la région. Réalisé au cours de la dernière année, le projet vise à offrir des espaces plus sécuritaires, confidentiels et adaptés aux nouvelles exigences en matière de conservation des preuves médico-légales. Menée conjointement par plusieurs directions de l'établissement, cette modernisation touche les salles d'examen ainsi que les espaces d'entreposage des prélèvements. Les travaux permettent désormais de répondre aux plus récentes normes provinciales, notamment en ce qui concerne les délais de conservation des échantillons ADN. Selon Mylène Gauthier, directrice des services multidisciplinaires de santé et de services sociaux régionaux, l'évolution des technologies en sciences judiciaires fait en sorte que les normes ont récemment évolué, notamment en ce qui concerne la conservation des preuves et les délais de prélèvement pour détecter l'ADN. Aujourd'hui, il est possible de conserver les échantillons plus longtemps, ce qui a amené à adapter et à améliorer les espaces d'entreposage afin de répondre à ces nouvelles exigences. Le CIS souligne que ces améliorations profitent autant aux victimes qu'aux équipes cliniques composées d'infirmières, de médecins et d'intervenants psychosociaux qui disposent maintenant d'environnements conformes aux standards cliniques et légaux en vigueur. Les services médico-sociaux et médico-légaux sont offerts dans les urgences des centres de la Sarre, Sainte-Terre, Ville-Marie, bien sûr, Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Par ce projet, le Centre intégré de santé et de services sociaux réaffirme son engagement envers la qualité des soins et le respect de la dignité des personnes victimes d'agressions sexuelles.
Allons sur la scène policière. Il y a eu tentative de meurtre à Kirkland Lake. 3 Québécois qui font face à de graves accusations après une intervention de l'OPP, la police provinciale de l'Ontario. Ils seraient les auteurs d'une agression armée survenue le 2 mai sur la rue Woods, où une personne a été grièvement blessée. On ne craint toutefois pas pour sa vie. Avec l'aide de la Sûreté du Québec, 3 suspects ont été arrêtés. Ils ont comparu le 8 mai, vendredi dernier, où leur identité a été dévoilée. C'est Alexandre Gagnon, 32 ans, de Maple Grove, c'est près de Beauharnois. Jonathan Monette, 31 ans, de Valleyfield. Et Danny Paquette, 41 ans, de Belleuil, en Montérégie. Une perquisition menée dans un véhicule a permis la saisie d'une importante somme d'argent, des substances présumées être de la drogue ainsi que des armes prohibées. Les 3 individus font face notamment à des accusations de tentative de meurtre avec une arme à feu, de vol qualifié et de participation à une organisation criminelle. Ils demeurent détenus alors que l'enquête se poursuit. Coup d'œil au milieu culturel maintenant, le Théâtre du Rift proposera une saison automnale 2026 riche et diversifiée avec 14 spectacles en musique, humour et théâtre mettant en vedette des artistes d'ici et d'ailleurs. Dévoilé mercredi dernier à Ville-Marie au Rift, la programmation en art de la scène misera sur des têtes d'affiches reconnues et des découvertes artistiques afin d'offrir au public témiscamien une expérience culturelle accessible et rassembleuse. La saison débute le 15 septembre avec Guylaine Tanguay. Parmi les artistes attendus figurent également Anima Aura, Fouki, Bruno Pelletier, Sylvie Tourigny en humour, Olivier Martineau et Lou Adriane Cassidy. Le théâtre occupera aussi une place importante avec des œuvres comme Fondre, Les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir et Les exilés sont comme des louves. Ça aborde différents enjeux sociaux avec sensibilité. Par la programmation, le Rift réaffirme son rôle de pilier culturel au Témiscamingue en favorisant l'accès à une offre artistique professionnelle et variée. Et 40 ans à prendre soin de la vie, le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue qui souligne son anniversaire. Depuis 4 décennies, l'organisme est présent auprès des personnes vivant des moments de vulnérabilité tout en contribuant à bâtir une communauté plus attentive, solidaire et bienveillante. À travers ses services, ses actions de sensibilisation et ses collaborations, l'organisme poursuit une mission essentielle, être présent, soutenir et contribuer au mieux-être de la population. Tourné vers l'avenir à l'occasion de son 40e anniversaire, l'organisme profite de ce moment pour dévoiler une nouvelle approche de promotion de la vie ancrée dans des gestes simples et concrets du quotidien. Un moment symbolique a marqué le lancement samedi dernier, invitant les participants à réfléchir à ce qui fait du bien pour soi et pour les autres. Un moment chaleureux, accessible et porteur de sens. Ce 40e anniversaire marque le début d'une année d'activités visant à sensibiliser la population, valoriser les gestes qui contribuent au mieux-être et renforcer l'engagement collectif envers la prévention. Oui, en fait, on a célébré notre 40e anniversaire samedi dernier, le 9 mai, c'est notre vraie date de fête, où on a eu 40 ans. On a tenu à souligner cet événement-là avec les gens qui nous entourent. Donc, on a invité des membres, on a invité la population à venir se joindre à nous. On avait un petit brunch festif, un mot de lancement, parce que ce qu'on souhaite, c'est aller au-delà de la journée de notre anniversaire et de pouvoir souligner notre 40e tout au long de l'année. Donc, une des premières choses qu'on a faites et sur laquelle on travaillait depuis le mois de janvier dernier, c'était notre nouvelle philosophie, un petit peu. On souhaitait avoir une vision, quelque chose de positif, d'axé sur la promotion de la vie. On sait qu'on va toujours faire de la prévention du suicide, mais on sait aussi que c'est un nom qui fait peur de voir un centre de prévention suicide arriver quelque part, alors que ce qu'on devrait se rappeler, c'est du mot prévention le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé notre nouvelle philosophie qui est « Semons ce qui fait du bien », qui est écrit juste ici. Donc, ce qu'on souhaite, c'est rappeler à tout le monde que peu importe ce qu'on va faire dans la vie, dans notre quotidien, un peu tous les jours, tous les petits gestes peuvent amener un grand geste pour quelqu'un. Donc, le fait de semer
un petit peu de tout ce qui fait du bien pour tout le monde va agir en prévention de la détresse chez notre population. Faire la promotion de la vie, est-ce que partout dans les centres de prévention du suicide, c'est le nouvel adage? Ben, on a un peu cette vision-là au niveau national, donc partout au Québec avec notre regroupement, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a envie d'aller le plus possible. Là, de là à voir si tout le monde va se sortir une nouvelle phrase, je peux pas confirmer ça, mais on est un peu dans ça, là, dans le fait de promouvoir le fait que ce qu'on fait, c'est de la prévention. Puis quand on fait de la prévention, on fait autant de travaux sur ce qui peut amener les gens à être en détresse, mais au contraire, ce qui peut favoriser la santé mentale positive aussi des personnes. Ce qu'on veut, c'est que les gens aillent jamais assez mal pour penser à ça. C'est bien sûr notre rêve, ce serait ça. On le sait que ça va continuer d'exister. Ça date de plusieurs années, la prévention du suicide. On n'en est pas à nos débuts, mais c'est notre plus grand rêve de faire en sorte que les gens développent les outils nécessaires pour aller mieux dans les défis au quotidien. Nouvelle philosophie, donc, ou philosophie plus positive, mais d'autres éléments au cours de ce 40e anniversaire à souligner? Oui, on n'a pas tout statué sur ce qu'on allait faire, mais notre désir, c'est de pouvoir le souligner un peu chaque mois. En fait, on s'est rendu compte que le Centre de prévention suicide du Témiscamingue a eu 40 ans, mais c'est la première fois aussi qu'on souligne un anniversaire de cet organisme-là. Donc, on se dit, peut-être qu'on a un momentum différent dans notre société pour adresser la prévention du suicide, pour pouvoir en parler à la grandeur du territoire sans être gêné d'aborder le terme du suicide, peut-être. Fait qu'on se dit, ben pourquoi pas sauter sur ce momentum-là, puis essayer de le souligner un peu chaque mois dans nos actions. Donc, on sait que le prochain mois, là, au mois de juin, c'est les assemblées annuelles des organismes communautaires en général. Donc, on va pouvoir y mettre une petite touch 40e ou d'autres choses qu'on fait au courant de l'année aussi. Tu sais, on se rappelle notre service travail de rang, donc on a un bal des agriculteurs en novembre. On a déjà choisi d'y mettre une petite touch 40e. Fait qu'on va analyser ça là, tout au courant de l'année. Parce que le tabou, c'est soi-même qui se l'impose, hein? On peut faire les choses pour améliorer la situation? Bien, certainement. Puis on a été un peu élevés dans une société où c'est mieux de se mêler de ses affaires que de demander à quelqu'un comment il va pour vrai. Alors que ce que j'aimerais, mon plus grand rêve, c'est que ce soit côté Témiscamingue, entre voisins, on puisse se demander comment ça va pour vrai. Mais pas se contenter de la réponse facile qu'on nous donne trop souvent, ben ça va bien. Non, c'est ça. De pouvoir adresser le fait que ça va moins bien. Puis on en a toutes des journées où ça va moins bien, puis c'est tout à fait normal. Puis c'est le fun de savoir qu'on pourrait compter sur les gens autour de nous pour leur en parler. On parle de sport, enfin. Les coureurs et coureuses s'y préparent au Témis, comme en Abitibi. Le défi I'm Gold 101 Nord et Sud qui arrive dans moins de 30 jours. Le défi qui rassemblera des participants unis par une même mission, soutenir la pédiatrie et faire une réelle différence pour les enfants et les papas-mamans, la famille. Année après année, l'événement mobilise une communauté engagée, portée par la solidarité, le dépassement de soi et l'envie de contribuer à une cause essentielle. Chaque don, encouragement, présence sur place ajoute une force concrète au mouvement. Pour plusieurs, l'implication est devenue un rendez-vous incontournable. Ambiance, énergie du groupe et générosité des participants créent un moment marquant, humain et profondément rassembleur. Les organisateurs rappellent que chaque geste compte, qu'il s'agisse de participer, de partager l'événement ou d'encourager les équipes impliquées. Le rendez-vous, c'est le 6 juin pour une journée qui promet d'être aussi inspirante que mémorable. Puis on surveille aussi le Raid Témiscamingue alors que vous êtes en préparation de l'édition 2026, invité à revoir celui de l'an dernier parce que le Raid Témiscamingue présentera en primeur le film de l'édition 2025 et va dévoiler officiellement la programmation du championnat du monde junior de course d'aventure lors d'une soirée spéciale. C'est le 20 mai. Au cinéma du Rift à Ville-Marie, c'est à 17h. C'est présenté gratuitement et l'événement permettra d'assister à la première projection du film avant sa diffusion sur différentes chaînes sportives, dont RDS, l'organisation qui profitera aussi de l'occasion pour lancer la programmation du championnat du monde junior de course d'aventure qui se tiendra du 23 au 26 juillet. Les amateurs d'aventure, les anciens participants et les curieux sont invités à réserver leur place pour cette soirée consacrée au Raid Témiscamingue.
C'est ainsi que nous avons fait le tour de nos actualités des derniers jours sur la télévision communautaire du Témiscamingue. Votre support, votre attention nous offre pleine satisfaction. Mesdames, Messieurs, jeunes hommes, jeunes femmes, merci de nous suivre. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.